Le général Guy Carleton a 42 ans, irlandais. Il est distant, réservé. Il a passé toute sa vie dans l'armée britannique. Il connaît le Canada. Il a été blessé à la bataille des Plaines d'Abraham 7 ans plus tôt. Les marchands s'attendent à ce qu'il appuie leurs revendications. Ils se trompent. En sorte que s'il ne survient aucune catastrophe qu'on ne pourrait prévoir sans regret, la race canadienne, dont les racines sont si vigoureuses et si profondes, finira par peupler ce pays à tel point que tout élément nouveau qu'on transplanterait s'y trouverait entièrement débordé et effacé. Il croit que les catholiques devraient être autorisés à occuper des postes dans l'administration. Il s'oppose à l'imposition des lois civiles anglaises. Mais Carleton a des raisons stratégiques très pratiques d'appuyer les Canadiens. Au sud, la colère gronde dans les colonies américaines. Carleton redoute un soulèvement général, une révolution soutenue par un vieil ennemi. Or, si la France, après avoir commencé la guerre dans l'espoir que les colonies britanniques en profiteront pour se porter aux extrémités, se décide de supporter celle-ci dans leur idée d'indépendance, il est probable que le Canada deviendra le principal théâtre où se décidera le sort de l'Amérique. Carleton retourne en Angleterre pour trouver une solution au problème canadien. Mais Londres est bien davantage inquiète de la situation dans les colonies américaines. À Boston, on jette des caisses de thé anglais à la mer pour protester contre les nouvelles taxes. Par mesure de représailles, Londres ferme le port. Le gouvernement anglais interdit toute nouvelle élection dans les colonies et adopte une série de lois coercitives. Les Américains les appellent les lois intolérables. Carleton fait antichambre pendant 4 ans. Finalement, Londres s'intéresse au sort du Canada. Le cabinet écoute les doléances de Carleton, qui se fait fort de nombreux appuis. Le marchand montréalais François Baby s'est battu contre les Anglais à Québec. Maintenant, il appuie le gouverneur anglais de Québec en présentant au Parlement une pétition signée par les Canadiens les plus influents. Dissiper ces craintes en nous accordant nos anciennes lois et coutumes, avec les limites du Canada telles qu'elles étaient ci-devant. Nous accorder, en commun avec ces autres sujets, les droits et privilèges de citoyens anglais. Alors nos craintes seront dissipées. Nous filerons des jours sereins et tranquilles. Et nous serons toujours prêts à les sacrifier pour la gloire de notre prince et le bien de notre patrie. L'Acte de Québec est adopté à la Chambre des communes de Londres au printemps 1774. Il redonne au Canada le contrôle de l'intérieur du continent. Il garantit aux Canadiens le libre exercice de leur religion et restaure les lois civiles françaises. Il permet aux Canadiens d'entrer dans l'administration. Cet arrangement entre les Français et les Anglais servira d'assise aux relations entre ces peuples pendant les 200 prochaines années. Mais dans les colonies américaines, l'Acte de Québec restera dans l'histoire comme la plus intolérable des lois intolérables. Le rêve d'un empire anglais qui embrasserait le continent entier semble désormais irréalisable. Le New York Journal exprime la colère ambiante. Le doigt de Dieu dessine à nos enfants un formidable empire. Les sauvages n'ont pas été chassés de ces terres, les plus belles du continent, pour qu'elles soient livrées aux catholiques français et aux esclaves. Il me semble que c'est le plus grand enjeu auquel nous ayons eu à faire face.
Cet enjeu n'est pas moins important que la question de savoir si les Américains et leurs descendants jouiront des droits inhérents à l'humanité ou vivront comme le pire des esclaves. C'est le problème que nous devons résoudre maintenant, alors qu'on nous a déclaré la guerre par la proclamation de la loi du port de Boston et surtout par l'acte de Québec. La guerre est déclenchée 6 mois plus tard, le 19 avril 1775, à Lexington. L'Amérique s'engage dans une révolution chaotique. Son premier objectif, l'anéantissement du Canada.